Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir. On voit que vous êtes vraiment nombreux et ça nous fait très plaisir. Vous allez assister à un débat qui porte sur la mer Méditerranée avec les défis et les solutions pour un avenir dit durable. Ce débat va se dérouler en 2 temps. En première partie, vous allez assister à plusieurs présentations qui vont vous être présentées par les étudiants du Master Gilva. Le Master Gilva, c'est un master de gestion de l'environnement avec un parcours dans la gestion intégrée du littoral et la valorisation halieutique. Ce soir, ces étudiants ont décidé d'aborder 3 thématiques. La première qui portera sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Ensuite, on va parler des impacts des activités maritimes et les solutions qui peuvent être mises en place pour les réduire. Et enfin, l'exploitation des ressources halieutiques. Ensuite, il y aura un temps d'échange et là, on compte sur vous, public, pour parler, poser des questions si vous en avez. Et il y aura tous les acteurs concernés pour le débat qui seront sur scène avec nous. Ce débat a été fait en partenariat avec la CNDP, donc c'est la Commission nationale du débat public, et j'appelle Mathilde Salle qui va vous présenter ce que c'est. Merci beaucoup, merci à tous et un grand bravo, je voulais commencer par ça, un grand bravo et un grand merci à tous les étudiants du Master Gilva qui ont organisé depuis le mois de septembre tout cet événement. Merci à Éric Durieux qui est le responsable pédagogique de cette formation. Vous êtes donc impliqués depuis le mois de septembre sur différents supports, des supports de médiation scientifique. Les M1 ont travaillé là-dessus. Vous allez pouvoir les découvrir en deuxième partie sur le début de la soirée. Et les Master 2 ont créé ce moment d'échange et ce moment de débat auquel vous assistez ce soir. Ce temps, il a donc été organisé dans le cadre de la mer en débat par la Commission nationale du débat public. Donc cette commission, c'est une autorité administrative indépendante qui garantit le droit à l'information et à la participation du public dans la prise de décision sur des projets qui ont un impact, sur des grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Donc le but, c'est de questionner les citoyens sur ces projets qui ont un impact sur l'environnement. Le rôle, c'est de mettre en place donc, des conditions pour que le public puisse s'exprimer et donner son avis sur ces projets. Donc, en fait, ce soir, c'est un temps de démocratie participative auquel on vous invite à participer. Ce droit, il est inscrit dans la charte de l'environnement. Donc, c'est vraiment un droit auquel vous avez droit ce soir. Voilà. Le débat public, la mer en débat, c'est cette année, la CNDP a donc été saisie par 3 ministères, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Transition énergétique et le secrétariat de la mer, pour la révision des documents stratégiques de façade. Donc ces documents, ce sont des outils de planification maritime que les représentants de l'État ici présents ce soir vous présenteront un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ces documents stratégiques de façade et de la cartographie de l'éolien en mer. Donc c'est aussi des questions qu'on pourra se poser dans la prochaine partie du débat. Ce qui est assez inédit, c'est que ce débat public national, il va se dérouler sur 4 façades maritimes en même temps. Donc vous voyez ici sur cette carte, sur la Manche Est, mer du Nord, Nord-Atlantique, Manche Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée. Donc ça veut dire que depuis le 20 novembre de cette année, beaucoup d'événements se déroulent en ce moment et vont avoir lieu jusqu'au 26 avril 2024, en même temps sur ces 4 façades maritimes. Le but, c'est de se questionner globalement sur l'avenir de la mer et du littoral, en prenant en compte les activités maritimes, les activités économiques, le transport et toutes les questions qui s'en suivent. À la fin de ces 4 mois, donc de ces 5 mois, quand on va arriver au mois d'avril, il va y avoir un compte-rendu qui va être réalisé par la CNDP, un compte-rendu de tout ce qui va être dit pendant ces 5 mois de débat par les citoyens, par vous, étudiants. Ce compte-rendu, on a 2 mois pour le rédiger et l'État a obligation de répondre à tous les événements, à tous les arguments qui vont être remontés dans ce compte-rendu.
Et il a 3 mois pour répondre à ces arguments qui vont être remontés. Donc sur la façade Méditerranée, on a commencé nos débats ici, à Bastia. C'est notre première semaine d'événements. Hier, on était avec le parc marin sur une sortie donc sur le parc marin avec des collégiens de Saint-Florent. On était hier aussi à l'Institut régional d'administration dans lequel on a organisé un débat aussi également. Aujourd'hui, nous sommes à l'université. Donc le but vraiment de ce débat, c'est de faire parler les citoyens sur ces sujets d'actualité. On va aussi aller à Stella Mar. On va organiser une visite avec des personnes de la Casa di Lanziani. On va organiser aussi samedi une grosse journée d'événements à laquelle vous êtes bien sûr invités. La matinée avec un ciné-débat, la projection du film Au nom de la mer. Il y aura les réalisateurs qui seront présents pour échanger avec vous et d'autres intervenants. Et l'après-midi, un temps d'exposition et d'atelier débat où nous retrouverons les étudiants du master pour présenter leurs outils de médiation et sur ces différents temps d'atelier. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux étudiants du master, merci à Eric, merci aux intervenants qui ont répondu présents ce soir, merci aux représentants de l'État d'être présents également. Et encore une fois, c'est un espace d'expression, donc n'hésitez pas à donner votre avis et on attend vos questions ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde pour ces explications. J'appelle à présent Madame Brichet et Monsieur Virvial, donc représentants des ministères, et je vous invite à me rejoindre sur scène. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir ici à l'université. J'ai le plaisir de retrouver quelques têtes connues que j'ai eu en cours en mars dernier, donc je suis ravie de vous revoir. Et je suis sûre que vous vous rappelez exactement tout ce que je vous ai raconté sur le document stratégique de façade. Alors aujourd'hui, on est là pour vous expliquer un petit peu l'objectif de ce débat qui vous a déjà été introduit par la CNDP et par Clémentine. Donc on va juste essayer de reprendre un petit peu les éléments de contexte par rapport à là où nous avons besoin de vous pour orienter notre stratégie de façade qui est donc en cours de révision. Alors aujourd'hui, on a quelques informations sur quel est l'état du bon état écologique de nos eaux. Rappelez-vous, l'état de santé de la Méditerranée, on la mesure grâce à différents indicateurs, donc des thématiques, différentes thématiques qui nous ont été proposées qui nous ont même obligés par la directive cadre de stratégie pour le milieu marin. Rappelez-vous, c'est la directive qui nous a permis de décliner un document stratégique de façade. Et parmi les descripteurs qu'on a voulu vous montrer ce soir, parce qu'on a maintenant donc des évaluations qui ont été produites par les différents scientifiques qui concernent les poissons et les céphalopodes. Alors ce n'est qu'un exemple qu'on vous met sur cette diapo, il y en a plein d'autres. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir qu'il y a quand même un peu trop de rouge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 70 espèces représentatives évaluées de poissons et de céphalopodes en Méditerranée française, finalement, il n'y en a que 2 qui sont évaluées en bon état de santé. Et ces 2-là, c'est la sardine et le thon rouge. Donc 2 espèces, sardine, poisson bleu, et le thon rouge, une espèce qui est fortement réglementée. Les autres espèces sont plutôt dans un état défavorable. Un autre exemple qu'on a voulu vous présenter ce soir, ça concerne les déchets, les microdéchets dans l'environnement. Donc ça aussi, c'est une des données qu'on a eues et qu'on a pu mesurer. Et finalement, ce qu'on se rend compte, mais ce qui n'est pas très surprenant, c'est que sur les fonds marins et sur le littoral, ce qu'on retrouve le plus, ce sont des plastiques. Donc là, effectivement, on a vraiment des données qui nous permettent de préciser quelles sont les différentes sources de ces déchets-là. L'autre enjeu de ce débat, c'est aussi de vous questionner sur une thématique vraiment primordiale à Méditerranée, ce sont les zones de protection fortes. Nous en avions parlé, une zone de protection forte, c'est une zone où on essaye de réglementer les activités pour réduire leur impact sur l'environnement marin, sur la biodiversité marine. Et donc on vous pose la question de où est-ce qu'il nous faudrait mettre ces zones de protection forte sur notre façade, sachant qu'on vous met en entrée de débat des propositions qui ont été priorisées par la préfecture maritime, donc l'instance qui s'occupe et qui pilote cette politique sur les zones de protection forte. Donc aujourd'hui, on vous propose de nous proposer, enfin de nous orienter, de nous aider sur la délimitation de ces zones de protection forte, prioritairement dans ces zones qui sont ici sur la carte bleu, jaune et rose.
sachant que nous avons 5% de zones de protection forte à atteindre sur notre façade et qu'aujourd'hui, on est à 0,22%. Donc, on a encore un chemin à parcourir qui est relativement long. Une autre thématique sur laquelle on a besoin de vous pour nous éclairer, pour prendre les bonnes décisions, pour concilier au mieux les usages et les activités maritimes entre elles, c'est l'ensemble de ces usages. Donc là, vous voyez une carte qui illustre l'ensemble des activités maritimes. Ce n'est pas bien sûr exhaustif. Donc vous pouvez voir illustrer le trafic maritime. Donc en Méditerranée, on a un quart du trafic maritime mondial. En France, c'est 27% du trafic maritime qui est sur notre façade. On a 80% du trafic de passagers qui passe par la Méditerranée française. On a 12 ports, dont un GPM, un grand port maritime, qui est basé à Marseille. Sur la pêche professionnelle, qui est aussi une activité historique sur notre façade très importante, on a presque 1300 navires qui travaillent dans nos eaux, ce qui correspond à peu près à 8000 tonnes de poissons qui sont prélevés chaque année. Ces poissons, ils sont prélevés principalement par 3 types de techniques de pêche: les petits métiers, la pêche artisanale, les chalutiers et également les seineurs, ceux qui visent plutôt les thons. On est aussi une façade très touristique, la plus touristique de France, avec près de 43 milliards d'euros de revenus sur la façade grâce au tourisme, et ça représente 33 000 emplois sur notre façade. Et enfin, une activité plus émergente, mais en moins depuis 30 ans, qui est très présente sur la façade, c'est la plaisance. Avec une forte navigation de plaisance, on a près de un quart, même la moitié, des ports qui sont présents en Méditerranée, par rapport au national, bien sûr. On a 202 ports, ça fait à peu près 100 000 anneaux, donc 5 000 bateaux qui peuvent s'amarrer dans les ports de la façade. Et parmi les autres activités qui sont prégnantes, c'est la plongée sous-marine et tout ce qui est les activités de voile. Donc on a vraiment différentes activités maritimes qui aujourd'hui doivent réussir à cohabiter d'une manière durable, tout en conciliant leurs enjeux les unes les autres. Et je laisse maintenant la parole à mon collègue François Birviel. Et donc, par rapport à toutes ces activités qui existaient déjà, qui déjà cohabitaient et qui étaient grandissantes comme la plaisance, vient s'ajouter aujourd'hui tout ce qui est en lien avec les problèmes d'énergie, de production d'énergie, en lien avec la transition énergétique et notre objectif à 2050 de neutralité carbone, qui est donc tout le développement des énergies renouvelables et particulièrement des énergies marines renouvelables qui aujourd'hui intègrent le débat, avec le besoin que le public nous accompagne l'État et accompagne aussi Réseau Transport d'électricité, qui est en charge donc de l'acheminement de l'électricité, pour définir des zones où on va pouvoir développer de l'éolien en mer sur tout l'ensemble des façades, et donc nous aussi en Méditerranée, travail qui nous permettra donc d'intégrer des éléments à la stratégie française pour l'énergie et le climat. En France, on s'est fixé un objectif de 45 gigawatts d'éolien en mer installés d'ici 2050, en France métropolitaine, avec un objectif intermédiaire en 2033 de 15,5 gigawatts attribués, ce qui est quand même de grosses quantités d'éolien à développer. Aujourd'hui, en Méditerranée, on a 3 éoliennes qui font au total 25 mégawatts, donc on est à une échelle quasiment 1000. Et ces 45 gigawatts d'énergie à installer sur l'ensemble des façades, en entrée de débat, on propose d'avoir une répartition d'une première phase de réflexion, une première base de réflexion avec des fourchettes qui sont présentées à gauche en fonction des différentes façades maritimes françaises. Avec nous en Méditerranée, une fourchette donc en 2050 qui serait donc de 4 à 7,5 gigawatts d'éolien qui seraient installés dans des zones propices qui, à la vue de critères techniques et économiques, seront principalement dans le golfe du Lion, donc entre Marseille et Perpignan. Voilà, très peu en Corse. Ça peut vous sembler assez lointain, mais on a besoin de l'avis d'absolument tout le monde pour se prononcer sur comment vont être faits ces projets, quels sont les points d'intention sur ces projets aussi à prendre en compte en amont du développement des projets, en amont de cette planification, et comment cette planification doit se porter, considérant qu'aujourd'hui, on connaît la caractéristique principale qui est que ce sera de l'éolien flottant. On sait qu'on va avoir des zones de raccordement en lien avec des besoins énergétiques proches, comme le golfe de Fos, voilà. Mais on ne connaît pas les caractéristiques techniques fines que sont la hauteur, la puissance exacte de chaque éolienne, le nombre d'éoliennes. Et ça, ce seront des éléments qu'on échangera au fur et à mesure de l'avancée de la technologie et l'avancée du temps dans les développements des projets. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet et commencer le débat qui est présenté par les étudiants du Master Gilva. Et pour cela, j'appelle donc les Cyrielle et Claire à me rejoindre. Elles vont vous parler de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Bonsoir à tous. Du coup, nous, on va vous présenter les impacts du changement climatique sur la biodiversité. Donc, tout d'abord, l'importance de la biodiversité en Méditerranée. Donc, il faut savoir que d'après le 4e rapport du GIEC, les écosystèmes méditerranéens, porteurs d'une biodiversité importante et vulnérable, seraient parmi les plus menacés par le changement climatique. Donc, la Méditerranée représente 0,8% de la surface de l'océan mondial, avec 8 à 9% de la biodiversité marine. On recense 16 848 espèces, donc, dont 25% qui sont endémiques à la Méditerranée. Merci. Donc, la Méditerranée est un hotspot de la biodiversité mondiale et elle est placée seconde en termes de richesse d'espèces endémiques. Toujours pas. Merci. Du coup, là, je vais vous présenter une petite carte de l'évolution de la température moyenne des eaux de surface de 1993 à 2021 en Méditerranée. Donc, on peut voir que dans le sud du bassin, on a une augmentation de la température de plus 0,8 degrés, tandis que dans le nord du bassin, on a eu une augmentation de 1,5 degré. Le changement climatique va avoir un impact sur l'élévation du niveau de la mer. Donc cette élévation du niveau de la mer, elle est causée par deux causes. Donc du coup le réchauffement de l'eau, comme l'a dit précédemment Cyrielle, qui va en fait entraîner une dilatation de l'eau de la mer et donc créer en fait beaucoup plus de surface dans les masses d'eau. Et on va également avoir une autre cause qui va être la fonte des glaces et des calottes glaciaires, qui va en fait amener un flux en eau douce dans les océans et dans les mers. D'après le GIEC, d'ici 2100, on va avoir une augmentation de 1 mètre. Et du coup, ça, je vais un petit peu vous l'expliquer, pourquoi c'est dramatique. Donc là, d'après une étude faite par la NASA, on a prédit en fait en région camarguaise l'élévation du niveau de la mer à plus de 1 mètre. Et on peut voir qu'il y a une immersion totale en fait, du delta du Rhône. Donc cette immersion va avoir de nombreuses conséquences, donc notamment la destruction des habitats naturels, sachant que la Camargue c'est un hotspot de biodiversité pour de nombreuses espèces. Donc elle va avoir un impact du coup sur leur zone de reproduction, leurs sources de nourriture, et du coup va perturber en fait leur continuité écologique. Donc moi, je vais vous parler du phénomène d'acidification en Méditerranée, qui est une des causes du changement climatique. Donc en fait, c'est dû à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, qui va se retrouver dans l'océan. Et avec des réactions chimiques, on va avoir une augmentation en ions bicarbonate, carbonate et hydrogène, ce qui va entraîner une diminution des pH et donc une augmentation de l'acidité. Donc ça, en fait, ça va avoir plusieurs impacts, notamment négatifs, sur les organismes à coquilles calcaires, qui vont de ce fait être empêchés de faire correctement leurs coquilles, tout simplement. Donc ça va être toutes les huîtres, les moules et aussi les coraux. On va aussi avoir des problèmes au niveau de la chaîne trophique, donc ça va être notamment lié au phytoplancton calcaire qui va être impacté. Et donc là, on aura des problèmes, des dérèglements importants au niveau de la chaîne trophique. On va également avoir des études qui vont montrer que, en fait, on a l'acidité des eaux au nord-ouest de la Méditerranée qui a augmenté de 10% depuis 1995. Et on va avoir le niveau de CO2 qui, s'il reste constant, on va avoir une acidité qui va augmenter de 30% d'ici 2050 et de 150% d'ici 2100. Donc voilà, du coup, tous ces phénomènes vont avoir des impacts sur la biodiversité. Donc, tout d'abord, l'élévation du niveau de la mer va entraîner une augmentation de la mortalité des herbiers de Posidonie profonds,
par réduction de la lumière. On va aussi avoir une diminution des formations bioconstruites, donc les trottoirs à lithophyllum, les formations coralligènes. L'élévation des températures va causer donc une augmentation de la mortalité des peuplements coralligènes, comme on l'a dit précédemment, une introduction de nouvelles espèces, donc espèces exotiques envahissantes ou non, ce qui pourrait entraîner des modifications dans l'aire de répartition de certaines espèces, mais aussi une diminution des espèces sténothermes et des espèces migratrices, des variations saisonnières visibles dans les cycles des organismes comme les cycles de reproduction, la floraison, etc., mais aussi une diminution de la production phytoplanctonique. Et enfin, l'acidification va entraîner une réduction dans la disponibilité du carbonate de calcium. Je comprends pas. Voilà. Voilà, du coup, maintenant, pour illustrer notre partie sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité, je vais appeler Monsieur Marengo, directeur de la Starezo, à nous rejoindre pour se présenter. Bonjour, mais bon, merci, merci déjà de l'invitation. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler de la mer. Donc certains d'entre vous aussi, j'ai eu en cours, mais c'est l'occasion aussi de parler plus en détail des missions de Starezo. Et donc j'ai 5 minutes pour ça, donc n'hésitez pas à me couper si je suis trop long, parce que je peux faire un long monologue sur la mer. Donc l'objectif de Starezo, c'est Station de recherche sous-marine sonographique. Elle a été fondée en 1972 donc, par l'Université de Liège. Donc, ça a plus de 50 ans d'existence et depuis 1989, c'est un institut de recherche corse indépendant qui a toujours des liens très proches, bien sûr, avec l'Université de Liège et aussi avec l'Université de Corse, notamment des enseignants-chercheurs qui sont présents ici. Et donc, le but, c'est d'étudier l'impact du changement climatique et aussi l'évaluation de la biodiversité. Pour ça, on a mis en place un projet de recherche qui, depuis 10 ans notamment, évalue l'impact de ce changement climatique, différents compartiments. Donc, ça s'appelle le projet StarCapMed. Et grâce à ça, on a évalué aussi bien l'impact des activités humaines au niveau direct, mais aussi l'impact du changement climatique, donc l'impact des activités anthropiques de manière indirecte. Donc, ce site atelier, il est observateur du changement climatique. Il est situé dans la baie de Calvi. Et dans cette baie de Calvi, on va regarder justement les impacts directs des activités humaines, donc diverses et variées. Ça va être, comme l'a dit Marion, potentiellement l'impact de la plongée sous-marine, l'impact notamment de la pêche professionnelle, la petite pêche artisanale en Corse, l'impact aussi de la plaisance, de la pêche récréative, qui est de plus en plus importante, qui va extraire aussi une biomasse importante d'espèces de poissons. On va regarder aussi tout type de pollution, les pollutions visibles, la pollution plastique, mais aussi la pollution invisible, par exemple la pollution chimique, différents types de contaminants, organiques et inorganiques. On va s'intéresser particulièrement notamment aux stations d'épuration, notamment les rejets en mer, les émissaires en mer qui vont être aussi importants. Par exemple, la ville de Calvi, on passe en période hivernale d'une population de 6 000 habitants, en période estivale, un pic de population de près de 60 000 habitants. Donc tout ça, c'est un impact aussi sur le milieu en termes de contaminants qui sont rejetés. Alors, on va étudier aussi l'impact de l'aquaculture, donc potentiel, avec la ferme marine de Spano qui produit annuellement près de 40 tonnes de poissons dans la baie de Calvi. Donc voilà, l'impact de la plaisance sur la baie de Posidonie, Briac en parlera mieux que moi tout à l'heure, etc., etc. Donc tout ça sera aussi, on étudie l'impact du changement climatique. Donc on a une longue série temporelle. Depuis plus de 40 ans, depuis les années 80, on a mis des thermomètres, notamment dans le port de Starezo, et on a une belle série temporelle qui nous permet d'observer cette augmentation, comme vous l'avez dit juste avant, de cette température de l'eau, notamment la température de l'eau de surface. Donc depuis 10 ans, il y a une augmentation très claire de près de 1 degré de la température de l'eau de surface. Donc il fait de plus en plus chaud à la surface, mais aussi en profondeur. On voit qu'il y a une augmentation de la température de l'eau, aussi avec une augmentation de la thermocline, elle est de plus en plus profonde. Il y a un bouchon d'eau chaude qui est de plus en plus profond. Donc jusqu'à 30 mètres de profondeur, il y a ce qu'on appelle les canicules marines, l'équivalent d'incendies sous-marins qui sont présents dans le milieu marin. Et ça provoque, comme vous l'avez dit, des mortalités massives. On a observé par exemple en 2022 des événements de mortalité massive de gorgones. Et ce sont nos récifs coralliens méditerranéens, l'équivalent du blanchissement du récif corallien en Australie. Nous, on a le coralligène, qui sont nos récifs coralliens. Mais malheureusement, ces gorgones ont suivi un stress thermique. Et on a eu l'année 2022, dans notre série temporelle, c'est la deuxième année la plus chaude depuis 20 ans.
on a eu un record de 30,32 degrés le 25 juillet 2022 en surface. Donc la première année, c'était en 2003. Il y a eu une très grosse canicule marine. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais voilà, il faisait très chaud en 2003. Et donc, c'est malheureusement le record historique. Donc tout ça, ça a des conséquences aussi. Malheureusement, on étudie le plancton. C'est un compartiment important de la colonne d'eau. Le phytoplancton, c'est le plancton végétal, et le zooplancton, c'est le plancton animal. Et dans ce plancton, zooplancton, il y a du plancton qui est permanent, hein, des copépodes, etc., plein de petits crustacés. Et il y a aussi des poissons, des larves de poissons qui sont importantes. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis 2010, il y a vraiment une baisse de ce zooplancton en termes de qualité, de quantité. Et donc, il y a moins potentiellement de larves de poissons et aussi moins d'alimentation de copépodes pour se nourrir. Donc tout ça, ça va provoquer une érosion de la biodiversité, moins d'espèces qui sont présentes aussi d'intérêt commercial. Eric vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, une érosion de la biodiversité, une augmentation de la température de l'eau, une augmentation des événements extrêmes. On peut penser par exemple à la tempête du 18 août 2022. Donc l'impact du changement climatique tue aujourd'hui en Corse. Hein. Il y a eu 5 morts en 2022 dû à cette tempête extrême. On peut penser à Porto il y a quelques semaines avec des crues, l'augmentation aussi des incendies, etc. Donc voilà, il y a beaucoup aussi, je voulais dire que la mer Méditerranée aussi, elle a un pouvoir aussi, parce que là tout ce que je vous dis c'est un peu... il y a un peu d'éco-anxiété hein, aussi dans la société. Et ceux qui me connaissent, je suis plutôt éco-optimiste. Donc je suis optimiste, je vois plutôt le verre à moitié plein. Et donc il y a plein d'actions à faire, à mettre en place. Et on l'a vu par exemple pendant le Covid, on a eu la chance de pouvoir plonger. On a vu le pouvoir de résilience de la mer Méditerranée, il est vraiment très important. Et quand on laisse la mer tranquille, elle a un pouvoir de renouvellement qui est aussi très important. Et ce changement climatique aussi, bien sûr, il y a des espèces qui vont en partir. Hein. Il y a une diminution, une érosion de la biodiversité. Mais aussi, il y a des espèces qui vont gagner. Il y a des losers et des winners. Donc il y a M. Baudoresque aussi dans la salle. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais il y a des espèces, par exemple, d'affinité d'eau chaude qui vont être plus présentes dans les eaux, par exemple, ici en Méditerranée, hein, qui étaient présentes plutôt sur le bassin est de la Méditerranée et qui vont migrer vers le nord, ou des espèces qui vont migrer aux profondeurs. Donc voilà, il y a des espèces qui sont perdantes, d'autres gagnantes. Et je suis à 6 minutes, c'est bon. Donc voilà, si vous avez des questions, on en parle pendant le débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marengo. Maintenant, nous allons appeler Monsieur Monnier pour illustrer encore cette partie. Merci, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, merci à Eric. Merci aux étudiants du master qui ont beaucoup appris avec la partie sur le changement climatique. Alors, je vais faire très court, comme Michel, je vais essayer. Donc mes travaux, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Corse. Mes travaux s'orientent principalement sur l'étude du fonctionnement des écosystèmes méditerranéens, donc les écosystèmes côtiers. Donc principalement les écosystèmes à base de magnolophytes marines, donc les herbiers de Posidonie, les herbiers de Cymodocée en grande partie. Donc à l'université, mes travaux sont principalement intégrés au sein de l'UMR SPE 6134, qui est l'unité de recherche de l'université, de la faculté des sciences, mais également au sein donc, de l'UAR Stella Mar, qui est basée à Bastia. Donc dans le cadre de mes travaux, j'ai principalement 3 grands volets donc, sur lesquels je travaille. Donc, c'est principalement l'étude du fonctionnement donc, de ces écosystèmes dans un contexte de changement climatique. Donc, l'objectif à travers mes travaux, c'est de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement à travers des évaluations écologiques, donc à travers une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer un petit peu l'état général de l'ensemble des compartiments au sein de ces habitats. Donc, l'ensemble des habitats, donc des compartiments, ça va être les détritivores, les piscivores, les végétaux, etc., pour avoir une idée globale de l'évaluation de l'état écologique donc, de cet habitat. Dans un deuxième temps, donc, mes travaux ils sont orientés sur l'étude de la distribution donc, des habitats sur le littoral, donc, essentiellement entre 0 et 50 mètres de profondeur. Donc, je travaille énormément sur la cartographie, sur la dynamique spatiale et temporelle des écosystèmes. Donc, l'idée, c'est de fournir aux gestionnaires, aux services de l'État, des cartographies
qui permettent donc d'avoir une idée précise de la distribution des habitats sur l'ensemble du littoral de la Corse, mais également d'avoir des idées de la dynamique de ces habitats, donc des impacts qui peuvent, je dirais, perturber et altérer donc, ces écosystèmes. Donc l'idée, c'est, à travers les nouvelles technologies, c'est de fournir des cartographies qui sont extrêmement précises et qui permettent d'avoir un état de référence dans le cadre du changement climatique, d'avoir une idée précise à plus ou moins long terme, donc des variations de l'habitat. Enfin, je dirais c'est l'un des points les plus importants que je développe au sein de mes travaux, c'est l'aspect, donc c'est de déterminer le rôle que jouent les écosystèmes côtiers, notamment les herbiers marins, dans l'atténuation des effets du changement climatique. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'habitats qui contribuent à capter et stocker le carbone, parmi lesquels on a donc les herbiers de Posidonie. Et donc ces habitats, ils ont une capacité de stockage et de séquestration qui est extrêmement importante. Donc l'idée à travers la recherche, c'est de mieux comprendre comment ce carbone est stocké, cette dynamique au cours du temps, et voir l'impact à la fois du changement climatique, mais également des activités humaines sur cette capacité de stockage du carbone. Donc, outre ces travaux, il y a aussi un gros volet qui s'intéresse, qui est dédié à l'étude des espèces exotiques envahissantes. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre présentation. C'est l'ensemble des espèces qui arrivent régulièrement sur nos côtes, donc principalement en lien avec l'activité humaine, mais également en lien avec donc le changement climatique. On a un certain nombre d'espèces qui arrivent et qui viennent coloniser nos eaux côtières et marines. Donc l'idée, c'est à travers une approche un petit peu interdisciplinaire, c'est d'évaluer un petit peu l'état écologique du milieu et d'avoir une idée globale en fait de comment l'écosystème se porte dans son ensemble. Voilà. Donc s'il y a des questions après, tout comme Michel, je vous répondrai. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, pour illustrer la seconde partie, donc les impacts des activités maritimes, je vais appeler Romain, Julie, Morgane et Clémentine. Bonsoir à tous. Donc, du coup, nous, on va vous parler des impacts des activités maritimes et on va commencer avec le trafic maritime. Donc, la Méditerranée, c'est 27% du trafic maritime mondial qui se compose en deux types de trafic différents, le trafic de marchandises ainsi que le trafic de passagers. En ce qui concerne le trafic de marchandises, 80% du transport de marchandises mondial se fait par voie maritime. En effet, la Méditerranée est la voie maritime du commerce international la plus importante. Et notamment avec les navires en provenance d'Asie qui passent par le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. On a donc un tiers des échanges mondiaux qui passent par la Méditerranée. Le nombre de navires de commerce ayant transité sur le canal de Corse s'élève à 21 366 en 2019 contre 17 471 en 2015. En ce qui concerne le trafic de passagers, sur la façade méditerranéenne, on compte 45,2% du trafic métropolitain, ce qui correspondait en 2019 à 12,1 millions de passagers, dont 80% étaient liés à des activités de croisière. En effet, le trafic de passagers se divise en trois activités principales, les liaisons avec la Corse, les liaisons internationales et les croisières. Donc 10% des croisières mondiales se font en Méditerranée. Et donc, on a une augmentation de 8% entre 2017 et 2018 des croisières en Méditerranée. Et donc là, vous pouvez voir sur la carte les principaux ports et le trafic maritime associé sur la façade méditerranéenne. Pardon. Malheureusement, les activités maritimes et le trafic maritime
a des impacts, à savoir les collisions. Les collisions, c'est d'après Miraceti, qui est un organisme spécialisé dans la connaissance et la conservation des cétacés. Il est dit que les collisions représentent la première cause de mortalité des grands cétacés. Dans la Méditerranée nord-occidentale, 16 à 20% des baleines retrouvées mortes ont malheureusement subi une collision et elles sont parfois mortes suite à ça. Il est dit également que 8 à 40 rorquals communs qui sont tués chaque année, et c'est justement dû à ces mêmes collisions. Mais il existe une solution qui peut être mise en place, à savoir Repset. Je ne sais pas du tout si vous connaissez Repset, mais en fait c'est une application. C'est un peu comme Waze, version voiture, mais là c'est pour les bateaux. Donc en fait le principe c'est que les bateaux téléchargent cette application, et c'est une sorte de base de données dans laquelle, si jamais ils croisent un rorqual ou une baleine, ils peuvent le signaler. Comme ça, les autres bateaux peuvent savoir également qu'à X période, telle heure, etc., il y a eu présence d'une baleine et d'un rorqual. Et comme ça, ils pourront s'adapter. Il y a également un autre impact qui rentre en jeu lié aux activités maritimes et au trafic. C'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. L'anthropophonie, c'est l'ensemble des sons générés par les activités humaines. Et celles-ci peuvent donc provenir du trafic, de la plaisance, des industries et des activités nautiques à moteur, par exemple les jet skis, etc. Ça a malheureusement donc un effet négatif sur la capacité des mammifères marins à se repérer, communiquer, se reposer, reproduire, naviguer ou même trouver des proies. Sur des conséquences dites sur le long terme, il y en a plusieurs également. Tout d'abord, ça va créer des changements dans leur comportement. Ils vont avoir une perte de l'acuité auditive avec des niveaux plus élevés de stress qui peuvent parfois causer du coup des arrêts cardiaques, un exode vers des eaux plus tranquilles et une blessure, voire même un décès. Pour ce qui est toujours des impacts dans les activités maritimes, il y a la pollution marine, et ça, c'est malheureusement fait grâce aux eaux de ballast. Donc, les ballasts, ce sont des réservoirs que l'on remplit d'eau, et c'est ce qui permet aux navires de se stabiliser. Lorsqu'il y a de la forte houle, etc., les bateaux vont donc remplir leur ballast, et ainsi vont être plus lourds, et comme ça, ils vont permettre de se stabiliser. Malheureusement, ces eaux de ballast sont mises d'un point A et vont être relâchées d'un point Z. Donc, ça va favoriser malheureusement l'introduction d'espèces invasives. Alors, on a aussi bien sûr le trafic de plaisance. En Corse, on a 3 saisons. On a l'avant-saison de mai en juin, l'après-saison de septembre en décembre, et bien sûr, plus connue en Corse, la haute saison de juillet en août, où on peut voir qu'on va avoir 10 000 bateaux sur les plans d'eau, dont 30% sont destinés au passage. Cela veut dire qu'ils ne sont pas abandonnés pour toute l'année, mais juste en passage dans la haute saison. Cette forte hétérogénéité alors va nous amener des pressions différentes, uniques, à chaque port, à chaque plan d'eau. Par exemple, à Boniface, on va avoir une plus grande quantité de grande plaisance comparée à Ajaccio. En termes de typologie, on voit que là, quand même 84% de bateaux à moteur comparé à 16% bateaux à voilier. Et on voit que là, quand même 34% qui vont se mouiller directement avec leurs ancres. C'est là où on a bien sûr la problématique la plus grande, parce que c'est l'ancre et aussi la chaîne qui va amener les dégâts directs au substrat, mais aussi bien sûr à la posidonie. Quand même 56% directement sur les bouées, ce qui n'est pas mauvais. En termes de taille, on est à 99% de ce qu'on appelle les petites plaisances, en dessous de 24 mètres. Dès qu'on est en dessus de 24 mètres, on arrive aux grandes plaisances. 1%, c'est une petite pourcentage, mais c'est quand même eux qui vont amener les plus de dégâts avec leur mouillage. Donc ces activités, elles ont un impact sur le milieu marin. Il faut savoir que pour le mouillage, on n'a pas de données sur les bateaux qui sont d'une taille inférieure à 24 mètres, et pourtant ils représentent la majorité des bateaux de plaisance. Il faut savoir qu'avant 2019, on avait 38% de mouillage sur l'herbier pour la tranche des 24-60 mètres, et que avec un nouvel arrêté de 2019, on a réussi à fortement réduire cet impact. Donc tout n'est pas perdu. Et donc une des causes aussi, c'est que les conducteurs de bateaux sont souvent inexpérimentés avec les locations de bateaux, que ce soit sans permis ou avec. Et donc une deuxième activité qui a aussi un impact non négligeable, ça va être la plongée, avec en moyenne un plongeur qui a 9 contacts avec le substrat toutes les 10 minutes.
C'est des contacts qui peuvent être volontaires chez les néophytes ou involontaires chez les néophytes, pardon, ou volontaires chez les plongeurs expérimentés. Et donc, rien que la présence des plongeurs va engendrer un comportement de dérangement et une augmentation du stress chez les ichthyophones pour les espèces de moyenne et de grande taille. Donc, c'est une pression de ces activités qui est concentrée sur la période estivale puisqu'elle est fortement liée au tourisme. Et donc, il faut aussi parler de la diversification de ces activités, puisqu'on a de nouvelles chaque année avec des barbecues sur la mer ou des fêtes comme en boîte de nuit, par exemple. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il va y avoir un impact encore plus grand, notamment par exemple sur l'anthropophonie, dont on avait parlé juste avant. Pardon. Ah, pardon, il y a surprise. Et donc maintenant, je vais appeler Madame Taverni, qui est responsable du pôle environnement à Corsica Linea. Donc bonjour à tous. Moi, c'est un peu compliqué d'arriver là après tout ce qui a été présenté sur les activités maritimes et leur impact sur l'environnement. Parce que j'incarne tous ces types de pollution hors mouillage, plongée, etc. Mais tous les types de pollution, ballast, le bruit sous-marin et l'impact des émissions de CO2. Parce qu'aujourd'hui, Corsica Linea, c'est le deuxième pollueur de Corse. Le constat est là. C'est 300 000 tonnes de CO2 annuelles émises dans l'atmosphère, directement liées à la consommation en combustible du navire et à son activité qui est essentielle pour la Corse puisqu'elle transporte environ 1 million de passagers par an et 1,7 mètres linéaires de fret. Donc mètre linéaire de fret, ça fait à peu près 120 000 remorques par an. Donc là, je situe un peu l'intérêt de l'activité mise en parallèle de ces milliers de tonnes de CO2 émises annuellement. Mais c'est en ayant ce constat et en considérant ce gros impact et les éventuels gros leviers qu'on peut mettre en place sur notre activité, que notre direction générale a décidé de mettre en place un plan de transition environnementale en considérant 3 leviers principaux pour diminuer les émissions de CO2. Le premier étant la baisse de vitesse des navires, qui va déjà avoir un fort impact sur la consommation du navire. C'est pour ça que depuis l'été dernier, les traversées sont rallongées de 30 minutes, les départs sont particulièrement tôt, ce qui peut poser problème pour le client final, mais in fine a un impact positif sur la consommation et les émissions des navires. Ça va même jusqu'à la réflexion sur le nombre de navires dans la flotte, le nombre de traversées essentielles à l'activité. Donc il y a des réflexions qui sont faites sur des plans à 2030 en diminuant ou en considérant une diminution de la taille de la flotte qui est aujourd'hui de 9 navires. Est-ce que c'est le chiffre à équilibre? Le deuxième point, c'est d'aller chercher tous les leviers techniques et technologiques qui existent à l'heure actuelle pour diminuer les émissions de chaque navire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des peintures silicone, des anti-fouling qui vont avoir pour effet d'éviter la glisse, d'améliorer la glisse du navire dans l'eau et donc de limiter sa consommation. On va réfléchir à des solutions de changement des pales d'hélice pour diminuer la consommation du navire parce qu'il a une vitesse de navigation beaucoup plus lente que ce pourquoi elles ont été conçues. On va réfléchir aussi à changer le bulbe d'étrave, qui est ce que vous avez à l'avant du navire, que vous avez vu responsable ici de collision, qui va aussi permettre de limiter la consommation du navire. Et on va aller jusqu'à des projets de remotorisation, c'est-à-dire changer la motorisation de nos navires pour qu'ils puissent accueillir des carburants moins carbonés. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu. On est sur des navires plutôt vieux qu'on ne peut pas tous remplacer. On a aussi une réflexion sur l'impact du cycle de vie de chaque navire. On ne pourrait pas considérer un changement total de toute la flotte, considérant l'impact que la construction jusqu'à l'arrivée en flotte, jusqu'au démantèlement des navires en fin de vie pourrait avoir. L'impact général serait
voilà, est à balancer, contrebalancer d'une flotte nouvelle. Et ensuite, on a aussi cette considération des carburants alternatifs moins carbonés, qui sont considérés comme biocombustibles, qui, eux, sont produits donc, à partir de déchets, on va dire, et qui permettent, in fine, de diminuer les émissions de CO2. Donc c'est tout ce processus qui permet aujourd'hui de considérer une baisse drastique des émissions de CO2 de la flotte de Corsica Linea, avec un objectif qui a été posé, diminuer de 40% les émissions de la flotte d'ici à 2030, avec un contexte réglementaire qui est fort et qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années sur le maritime, qui est au milieu, enfin sous le feu des projecteurs, on va dire, au niveau de ces émissions de CO2, et avec une considération de tous les autres impacts que l'activité maritime peut avoir, considérant l'impact des collisions. Tous les navires qu'on a sont équipés du système qui a été présenté ici, système REP7. Considérant aussi l'impact des eaux de ballast, de tout nœud Roger, en fait. C'est aussi, voilà, il y a des systèmes et solutions techniques qui sont apportées aux navires pour limiter ces impacts. Et en considérant tous les autres impacts sur la biodiversité que pourrait avoir notre activité, en considérant qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment d'où on part. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici, pour échanger avec voilà, des experts sur ces thématiques, parce qu'on a bien conscience de notre dépendance à la biodiversité marine et à la nécessité de limiter notre impact sur la biodiversité. Mais la question, c'est comment et comment le faire bien. Donc aujourd'hui, c'est notre gros enjeu d'avoir aussi un plan de diminution de notre impact sur la biodiversité, comme on l'a sur le CO2 qu'on maîtrise, entre guillemets, ou du moins sur lequel on a des solutions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et donc ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur Éric Capi, qui est président de l'association des bateliers de Scandola, et donc Monsieur Dominique Pierre, qui est directeur de Croisière Grand Bleu, et également membre de l'association. Merci et merci de nous avoir invités pour ce débat. Et donc je suis usager de la mer, un petit peu comme la dame qui vient de passer juste avant moi. Et on a conscience effectivement qu'il y a un problème d'impact sur l'environnement. Donc on vient ici pour débattre. On a déjà pris des mesures il y a une dizaine d'années. On a créé une association des bateliers de Scandola de manière à se réunir entre bateliers, puisqu'on fait, nous, principalement les promenades sur la côte ouest, et de manière à pouvoir débattre de quelles sont les mesures qu'on peut prendre justement pour éviter ces impacts qu'on relève avec différentes réunions avec les scientifiques qui nous amènent à une réflexion personnelle. Donc, pour régler tous ces problèmes. Je vais vous passer un petit peu la parole au président de l'Assemblée de cette association des bateliers, qui va vous présenter peut-être un petit peu notre association. Oui, bonsoir. Alors bon, c'est une modeste participation, on est conscient à vos débats, mais bon, ça, je pense, son intérêt. Donc voilà, nous, ce qui s'est produit, c'est que, en fait, les activités maritimes au niveau de la petite plaisance, on va dire, c'est-à-dire les promenades en mer et tout ça, ça s'est beaucoup développé à partir de 2010-2013. Par exemple, rien que sur Scandola, si vous voulez, on est passé de 4 grosses unités, aujourd'hui à une trentaine d'unités. Donc, ce qui fait qu'en 2013, on a juste pris conscience d'une chose, c'est qu'il fallait qu'on trouve le moyen de limiter notre impact, l'impact que notre activité pouvait avoir sur l'environnement, d'où la création de l'association. De suite, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer modestement, à notre niveau, une charte sur laquelle on s'engageait, si vous voulez. Par exemple, sur la vitesse, une certaine vitesse à respecter dans la réserve, on fait que ça, quand même, ça diminue l'impact. Sur l'approche des nids de balbuzards, parce que c'est le sujet principal à Scandola, c'est le balbuzard pêcheur, qui a un peu des difficultés, qui n'est pas forcément lié à l'activité, mais ça en fait partie. Donc voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut, faire à notre niveau pour diminuer l'impact qu'on avait sur
sur la biodiversité et l'environnement, quoi. Donc, voilà. Donc on s'est engagé là-dessus, puis après donc, ça a évolué, puis avec la charte Natura 2000 qui a été présentée par l'Office de l'environnement, à laquelle on a adhéré. Et donc, voilà. Donc, nous, on essaie de faire ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, hein, pour limiter justement l'impact qu'on peut avoir. Et aussi, on pense qu'on peut être aussi une force de proposition, puisqu'on est sur le terrain tout le temps, on voit ce qui se passe. Donc, ça nous permet à nous de faire des retours de terrain aux scientifiques pour les aider dans leur développement, tout ça. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà. Voilà, merci. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez avoir plus de précisions sur notre activité. Merci. Et merci beaucoup à vous aussi. Hop. Et donc, je vais laisser la parole à mes collègues, donc Alexandre, Maxime, Antoine et José Baptiste, pour vous parler de l'exploitation des ressources halieutiques. Donc, on va faire une petite présentation donc, de la pêche en Méditerranée. On sait, donc, on a bien vu dans les parties précédentes que la Méditerranée bénéficie d'une biodiversité qui est exceptionnelle, mais cependant est vraiment vulnérable à de multiples pressions anthropiques qui sont toujours grandissantes. C'est une zone qui est exploitée depuis des centaines d'années, mais qui, au XXe siècle, a vu un effort de pêche accru, notamment avec des avancées technologiques comme la motorisation et l'amélioration des engins de pêche. On est passé d'un maximum de capture autorisé en 1980 de 2 millions de tonnes par an à aujourd'hui à peu près 1 million de tonnes par an. La situation des ressources halieutiques en Méditerranée elle est particulièrement préoccupante, avec, selon la FAO, plus de 60% des stocks halieutiques qui sont évalués sont surexploités. Pour ce qui est de l'évaluation des stocks, on se rend compte qu'ils sont finalement peu développés, avec seulement 25% des débarquements qui finissent évalués. On a vu que 60% des stocks évalués sont estimés surexploités. Ensuite, il y a une estimation sur les stocks non évalués, notamment, on se retrouve avec 98% des stocks d'émerceaux exploités par les chaluts de fond, qui sont en potentielle surexploitation. Pour ce qui est de la pêche artisanale, on le sait, en Méditerranée et particulièrement aussi chez nous en Corse, ça joue un rôle social et économique qui est de premier plan, très très important. Il y a 80% de la flotte de pêche qui est seulement la pêche artisanale, et ça emploie 60% des travailleurs de la pêche. Seulement, ça ne représente que 25% de la valeur totale des débarquements. Alors maintenant, moi, je vais vous parler des prud'hommies et des cantonnements de pêche. Donc tout d'abord, une prud'homie, c'est une organisation locale qui est liée à la pêche et qui gère les ressources marines, dont les objectifs principaux sont la gestion collective et durable de ces ressources dans les zones de pêche locales, et également d'assurer la pérennité des activités de pêche tout en préservant l'écosystème marin. Donc ici, vous avez une carte des différentes prud'homies de Corse. Donc on a celle de Balagne, de Bastia, à Bonifacio et également celle d'Ajaccio. Donc maintenant, les cantonnements. Donc les cantonnements de pêche sont des zones marines réglementées où toute forme de pêche est interdite, ainsi que la plongée et tout type de mouillage. Donc en Corse, on a 8 cantonnements de pêche, donc c'est la carte qui vous est présentée ici. Donc on a Calvi, Saint-Florent, Île-Rousse, Bastia, Porto Vecchio, Bonifacio, Propriane et Pianoporto. Et donc ces zones sont plus ou moins efficaces selon les espèces présentes sur les sites. Aussi, on a une présence de réserves naturelles. Donc ces réserves ont principalement un effet
un effet bénéfique d'un point de vue environnement. Donc on va noter une augmentation de biomasse, mais également une protection générale de l'environnement concerné. Aussi, on peut noter un effet spillover, donc on peut traduire par débordement. Donc les organismes qui sont présents dans ces zones ne vont évidemment pas rester au même endroit, ils vont se déplacer sur l'ensemble du territoire. Et donc ces réserves peuvent permettre d'augmenter la taille des organismes présents, ce qui peut apporter un bénéfice économique pour les pêcheurs. Et aussi, on a un intérêt pour la recherche et l'éducation. Aussi, on a d'autres aires marines protégées présentes en Corse. Donc, on peut noter ici sur cette carte qu'il y a de nombreux espaces qui sont protégés. Donc ici, en vert, vous avez les espaces Natura 2000. Le bleu ciel, c'est le sanctuaire Pélagos. Ensuite, ce qui est assuré, c'est le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. Et aussi en plus petit, donc c'est plus minoritaire, vous avez ici des aires de protection de biotopes. Et donc ces zones sont également plus ou moins restrictives selon la réglementation en vigueur dans ces espaces. Alors, en ce qui concerne les engins et techniques de pêche qui sont utilisés en Corse, alors tout d'abord, il est important de préciser qu'en Corse, la pêche professionnelle est un peu particulière comparée au reste de la Méditerranée, c'est qu'on se situe plutôt sur une petite pêche côtière corse. Donc nous avons plusieurs types de pêche qui sont pratiqués. Tout d'abord le chalut, donc avec un bateau traînant un filet sur le fond pour ramasser tous les organismes vivants s'y trouvant. Nous avons les filets maillants. Donc les filets maillants regroupent les filets trémailles et les filets droits que nous verrons plus tard. Nous avons les palangres. Donc le palangre, c'est un long fil de pêche sur lequel se trouvent des hameçons avec des appâts qui permettent donc de cibler certaines espèces en particulier. Et enfin, les nasses et les casiers qui ciblent principalement donc les crustacés, que ce soit les crabes, les araignées ou les langoustes. Évidemment. Bah. Non, mais toujours pas. Hein. J'ai une maladie. Hein. Ah, ça y est. Alors, au niveau des filets maillants, nous avons tout d'abord donc le filet trémaille qui, comme son nom l'indique, possède trois mailles, donc j'ai pas le mot qui me vient pas, trois filets globalement qui permettent donc aux poissons et aux crustacés de se prendre plus facilement dedans. Donc ces filets sont posés généralement 2 à 3 jours en mer par les pêcheurs et ciblent principalement la langouste rouge, donc Palinurus elephas, et le chapon Scorpaena scrofa. Il est important de noter que ces filets peuvent aussi être calés en mer sur une durée beaucoup moins longue pour cibler d'autres espèces, comme le rouget de roche. Décidément. Donc les filets droits qui, eux, ne possèdent qu'une seule maille, qu'une seule nappe de filet. Donc eux sont calés un peu moins longtemps en mer, pour la simple et bonne raison que c'est pour éviter la dégradation du poisson qui se prend dedans. Et les espèces relativement caractéristiques de ces filets, ce sont le Saint-Pierre, Zeus faber, et le sar commun, Diplodus sargus. Au niveau des palangres, donc nous avons les palangres benthiques, qui sont, comme leur nom l'indique, calés relativement proches des côtes, dans le benthos. Ils sont calés de 6 à 12 heures en mer, et ciblent principalement des poissons comme le dent, Dentex dentex, et le mérou brun, Epinephelus marginatus. C'est toujours un plaisir. Hein. Et enfin, donc pour finir, nous avons les palangres pélagiques qui sont calés en haute mer, donc qui sont calés un peu plus longtemps que les palangres benthiques, de 12 à 24 heures en mer, et qui ciblent principalement le thon rouge, Thunus tinus, et l'espadon, Xiphias gladius. Pardon. Je vais maintenant appeler M. Éric Durieux, responsable du Master Gilva, qui va venir illustrer nos propos. Merci. À ce titre, en effet, je peux déjà dire que je suis très fier des étudiants du Master Gilva, les deuxièmes années, et les premières années également. Et merci à tous les intervenants, à la CNDP pour le partenariat, et
à l'ensemble de la salle pour votre participation. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'université depuis 12 ans maintenant et en recherche, je travaille sur l'écologie halieutique. Et donc, la question, c'est de savoir comment on étudie en effet ces espèces qui sont exploitées par la pêche et comment on peut apporter des éléments pour effectivement mieux gérer et en tout cas gérer durablement ces ressources halieutiques. Donc l'approche qui est entreprise, c'est une approche qui est dite intégrative, donc qui va se placer à différents niveaux d'intégration biologique. Donc on va partir des individus en étudiant par exemple des traits d'histoire de vie comme la croissance, l'âge des poissons, mais aussi la reproduction. Donc ça donne tout un tas d'informations sur comme les périodes, les tailles à maturité sexuelle qui peuvent servir pour la gestion. Donc on va aussi se placer au niveau population. Donc là, c'est des approches qui s'intéressent plus à la dynamique spatio-temporelle de ces espèces. Donc on est sur des délimitations de stock, donc de population avec des marqueurs tels que la génétique, des combinaisons de marqueurs, mais aussi identifier des habitats essentiels, par exemple les zones de nurserie, les zones de frayère, donc des zones qui peuvent faire l'objet d'une protection plus importante et qui désormais sont intégrées dans ce qu'on appelle par exemple les zones de fonctionnalité halieutique, donc pour les espèces qui ont un intérêt halieutique en termes d'exploitation par la pêche. En dynamique spatio-temporelle, ça concerne également tout ce qui va être la connectivité, l'étude de la connectivité, donc comment se déplacent les individus dans une population. Et donc là, en termes de connectivité, on va avoir deux phases essentielles. Déjà la phase larvaire, on est essentiellement sur des espèces à stratégie R, donc qui ont une phase dispersive pélagique, donc dans la colonne d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie notamment à travers la modélisation, donc en utilisant des modèles de courantologie couplés à des modèles individus centrés pour étudier la trajectoire des individus au stade larvaire. Donc le lien qu'il peut y avoir entre différentes zones spatiales, donc il faut avoir à l'esprit que ces cartographies, cette spatialisation, elle est dynamique et il y a des flux, des liens entre ces zones. Et également au stade adulte. Donc au stade adulte, là, c'est plus l'écologie du mouvement et c'est comment les individus vont se déplacer pour la reproduction, faire des migrations, les zones de nourrissage, les zones de frayère, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait notamment sur les poissons à travers la télémétrie acoustique, donc en équipant les poissons d'émetteurs et en les suivant grâce à un réseau de récepteurs. Voilà, donc c'est un ensemble d'approches sur des espèces d'intérêt, qui sont des espèces d'intérêt halieutique, mais aussi des espèces d'intérêt patrimonial, comme on en a vu certaines, le denti, le mérou, le corbe, voilà, c'est des espèces sur lesquelles on travaille. Et après, il y a des approches qui sont plus au niveau vraiment modélisation, donc soit au niveau monospécifique, où là on va aller vers de la compréhension de la dynamique de population, donc à travers l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation de stock. Vous avez vu que très peu de stocks sont évalués en Méditerranée et en réalité, on a essentiellement ce qu'on appelle des stocks à données limitées. Donc les stocks à données limitées, c'est typiquement tout ce qu'on a en Corse, parce qu'en en fait, on a essentiellement une pêche qui est artisanale, comme ça a été dit, et les stocks qui sont évalués, c'est les stocks qui font l'objet d'une pêche industrielle, comme par exemple le thon rouge, la sardine, comme l'a évoqué Marion Brichet. Voilà, donc l'évaluation de stock, ça peut se faire. C'est des choses qu'on développe, par exemple, sur le denti, mais directement à travers des données de pêche. Et enfin, des approches plus larges, parce qu'il faut prendre en compte les liens trophiques entre les espèces, les relations proie-prédateur, et donc ce qu'on appelle l'approche écosystémique. Donc là, c'est des modèles de réseaux trophiques
plus larges qui prennent en compte tout le fonctionnement du réseau trophique. Voilà. Donc ça permet de fournir des outils qualitatifs, quantitatifs pour l'aide à la gestion durable des ressources halieutiques, prendre en compte le changement climatique, les espèces invasives, donc à travers des scénarios, et tout ça, pour finir, pour ne pas être trop long, en fait, ça repose beaucoup sur ce qu'on appelle un partenariat scientifique, pêcheur et gestionnaire. Donc là, on a de multiples projets qu'on a réalisés à l'échelle insulaire, à l'échelle de la Corse, impliquant tous ces acteurs. Voilà, donc au niveau scientifique, la SARESO, au niveau de la pêche, le comité régional des pêches, et au niveau gestionnaire, en particulier l'Office de l'environnement de la Corse. Voilà, donc on pourra vous donner des exemples de projets et répondre à vos différentes questions. Merci. Alors maintenant, je vais vous proposer de visionner une petite interview de Monsieur Éric Villain. Alors, il n'a pas pu être là malheureusement ce soir, car il y a l'Assemblée générale du comité régional des pêches et élevages maritimes de Corse à Cargèse. Et donc, je vous laisse écouter ce qu'il a à nous dire. Je m'appelle Éric Villain, je suis donc trompe-pêcheur. J'ai commencé la pêche dans les années 1978 et je suis devenu patron-pêcheur en 1982. Dans la prud'homie de Balagne, dont je suis aussi également le premier prud'homme. Donc j'ai à peu près une vingtaine de pêcheurs qui sont mes administrés pour être un lien avec l'administration des affaires maritimes qui s'appelle aujourd'hui la DMLC. Il y a une bonne coordination avec les 4 prud'homies de l'île et le comité régional des pêches, qui est en fait la structure principale. Donc nous sommes à la fois des sentinelles et puis des témoins de toute cette diminution, cette régression et ces difficultés que rencontre la profession. Et pour vous donner un petit exemple, très souvent les prud'homies sont considérées par l'administration, on va dire, on nous demande nos avis, mais ce sont souvent des voix consultatives. C'est pris en compte ou pas, ça dépend des différents intérêts ou des enjeux qui peuvent être liés à cette consultation. Nous avons par exemple fait en sorte que l'ouverture de la pêche à la langouste soit retardée d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer le 1er mars, eh bien, en Balagne, l'autorisation de pêche a été donnée qu'à partir du 15 mars. Et pareil, on a décidé d'écourter la saison de pêche d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire que ça se termine le 30 septembre, ça a été fermé le 15 septembre. À partir du 15 septembre, eh bien, on décide de ne plus la pêcher parce que c'est une période qui est sensible, où il y a des langoustes femelles avec des œufs qui sont d'autant plus fragiles, qui sont de toute façon interdites de commercialisation, d'abord de détention à bord des bateaux et ensuite de commercialisation. Voilà, il y a quand même des prises de conscience, il y a des gens responsables. Ce qui est aussi agréable, c'est de vous constater que très souvent, ces prises de conscience, elles se font parmi les plus jeunes patrons pêcheurs, parce qu'ils ont encore quelques années à faire dans la profession. Alors quand je dis quelques années, ça peut être même quelques dizaines d'années, mais ils savent que s'il n'y a pas un mode de gestion revu et corrigé, avec une prise en compte de tous les événements là, que je vous ai cités précédemment, il faut essayer de faire quelque chose. Depuis 10-15 ans, il y a une diminution de la ressource qui est très, très, très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un effet de la surpêche parce que nous n'avons pas de plateaux continentaux comme peuvent l'avoir certaines régions métropolitaines, enfin littoral métropolitain ou autres. Les roches sur lesquelles nous travaillons pour prélever langoustes et poissons, eh bien, par rapport à la
taille et la puissance des bateaux, elles sont peut-être un peu trop exploitées, c'est-à-dire qu'à partir du printemps jusqu'à l'automne, ben forcément, lorsqu'un bateau travaille sur une zone, avec les quelques roches qui permettent d'en exploiter et de faire un prélèvement halieutique, eh bien, une fois qu'il a fini, très souvent, ben, il n'y a pas de temps de repos, il y a un autre bateau qui vient, qui va caler ses filets ou caler ses palangres. Donc forcément, on peut parler d'une surpêche. Alors c'est pas l'image d'une pêche industrielle comme on peut l'entendre avec des grosses unités qui viendraient chaluter, on met des kilomètres ou des dizaines ou des centaines de kilomètres de palangres. Mais quelque part, il y a un impact et cet impact, on le ressent. Voilà, merci à lui. Je vous remercie pour votre attention durant la présentation. On va maintenant passer à la deuxième partie, à savoir le débat. Donc, je vais inviter les acteurs à prendre place sur la scène et préparer vos questions. Voilà, Clémentine, elle va passer dans la salle avec un micro et si vous avez des questions, vous levez la main ou vous l'interpellez et elle viendra vous le faire passer. Alors du coup, comme m'a dit Maxime, je vais vous faire passer le micro. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et mon collègue Romain va vous faire passer une feuille sur laquelle vous devrez inscrire votre nom, prénom, l'heure à laquelle vous avez posé la question et qui vous êtes, si vous êtes des étudiants, autre chose, etc. Donc c'est parti. On laisse d'abord les acteurs s'installer, évidemment. On les a en tête, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Donc voilà, maintenant on a la chance d'avoir tous nos acteurs qui sont sur scène, qui sont installés. Ils sont à vous, si vous avez des questions à leur poser. Alors, bonjour, moi je suis étudiante en master M1 Gilva ici à l'Université de Corse. Et j'avais une question par rapport à tout ce qui a été dit vraiment au début sur la planification de l'éolien en mer, surtout en Méditerranée. Juste une précision peut-être sur qu'est-ce qui différencie en fait l'éolienne flottante et d'une éolienne qu'on peut voir avec raccordée sur le fond ancrée. Quel est son impact en fait, la différence qu'elle peut avoir, la différence des deux et vraiment son fonctionnement, parce que c'est peut-être des choses personnellement moi je ne sais pas la différence entre les deux. Je vois qu'il n'y a pas d'attache, mais merci pour ta question. Si l'un d'entre vous veut répondre, du coup. Je crois que c'est à moi de répondre, pour le coup. Désolé. Techniquement parlant, ce qui va différencier le besoin de mettre une éolienne flottante d'une éolienne posée, c'est principalement la profondeur de fond. Aujourd'hui, une éolienne posée peut s'installer sur des fonds qui descendent jusqu'à à peu près 50 mètres, sachant que les nacelles sont à 100, 150 mètres de haut. Ça fait déjà un mât qui fait déjà 150-200 mètres de haut. Si on devait aller sur plus de profondeur, on aurait des mâts qui seraient d'une gigantesque, et il nous faudrait des fondations gigantesques pour compenser. Donc l'éolien flottant, c'est le même principe qu'une éolienne posée ou une éolienne à terre, mais posée sur un flotteur. Un flotteur qui peut avoir différentes formes, différentes caractéristiques pour assurer sa stabilité. Et derrière, elle est maintenue par
différentes techniques de lignes d'amarrage au fond. Donc ça, schématiquement, imaginons une éolienne posée sur un navire avec une ancre devant, une ancre derrière pour la maintenir en position à peu près stable en permanence. Ça, c'est le fonctionnement de base de ce que pourrait être une éolienne flottante aujourd'hui et demain. Après, on est en train de réfléchir à différents concepts d'éoliennes flottantes qui pourraient modifier ce principe d'un mât avec une nacelle en haut ou juste un fonctionnement de flotteur qui serait légèrement différent pour avoir plus de stabilité. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Je vais suivre la lignée de ma collègue dans l'éolien. Vous avez parlé pas mal de tout ce qui était la puissance prévue, etc. Est-ce que vous avez un nombre d'éoliennes prévues exactement en Méditerranée ? Non. Une autre question ? Non, aujourd'hui, on ne peut pas estimer, ce que je vous disais à la fin, c'est qu'on ne peut pas estimer technologiquement ce que seront les parcs de demain, puisque il y a encore 2 ans, on imaginait que des éoliennes en 2030, ce serait peut-être 15 mégawatts. Aujourd'hui, on imagine que des éoliennes en 2030 pourront monter jusqu'à 18. On a des appels d'offres sur de l'éolien posé qui aujourd'hui annoncent des éoliennes posées, donc qui apportent un peu plus de stabilité, qui pourraient monter jusqu'à 20, voire 25, 24 mégawatts. Donc, cette puissance fait que, enfin, ces évolutions de puissance fait qu'on ne peut pas aujourd'hui prédire combien d'éoliennes représenteront les parcs de demain. Par contre, on veut limiter en termes de puissance. On parle nous en termes de puissance aujourd'hui pour que, avec l'augmentation de la puissance unitaire, on puisse réduire le nombre d'éoliennes en elles-mêmes pour réduire l'impact de chacune d'entre elles sur le milieu. Parce que si on a 20 éoliennes au lieu de 40 éoliennes, on a 40 fois moins de câbles, 40 fois moins, enfin on a 2 fois moins de câbles, 2 fois moins d'ancrage, 2 fois moins de matériaux, 2 fois moins de nacelles, 2 fois moins de maintenance nécessaire. Ok, merci. Merci beaucoup pour votre réponse et merci à toi pour la question. Tu t'appelais comment ? Maxime Rosier, étudiant en Gilva aussi. Très bien, super. Si justement au début de chaque question, vous pouvez vous présenter et dire qui vous êtes, ce serait vraiment top. Il y a une question derrière la Clémentine, au fond. Oui, on va faire le fond. Bonjour, donc je m'appelle Djiba Michel Jaurès, je suis étudiant en L1 Sciences de la vie. Et du coup, j'avais toujours une question sur les éoliennes. Est-ce que le projet pour 2050, donc je ne sais plus combien de gigawattheures qui étaient demandés, est-ce que c'est envisageable réellement ? Ou est-ce que c'est un peu, pas vraiment envisageable, mais c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment avoir ? Voilà, c'est tout. Donc à 2050, à l'échelle de la France, on envisage 45 gigawatts d'électricité d'éolien, de puissance d'éolien installée, avec en Méditerranée entre 4 et 7,5 gigawatts. C'est des fourchettes estimatives. Certaines personnes, comme l'ADEME, envisagent jusqu'à 10, voire 15 gigawatts d'installés en Méditerranée. On a des fourchettes qui sont pour l'instant plus ou moins réduites du fait de tous les enjeux environnementaux et de tous les enjeux d'usage présents en Méditerranée. Ce seuil de 45 gigawatts qu'on annonce et qu'on espère pouvoir atteindre, c'est pour pouvoir répondre aux enjeux de demain en termes de consommation, de transition énergétique, puisqu'on a une forte volonté de décarbonation, mais on a des usages toujours plus grands en énergie, puisqu'on est en train de transformer tous nos automobiles vers de l'électrique, on a tous un smartphone, et tous ces usages font qu'on a une augmentation. On pourrait travailler aussi sur la sobriété, on va beaucoup travailler sur la sobriété, mais on aura quand même un besoin énergétique fort, et tout un mix énergétique qui aujourd'hui ne sera plus le même en 2050. Donc on a besoin de renouveler dès aujourd'hui tous nos systèmes de production et de rééquilibrer pour être plus renouvelables et moins producteurs de carbone. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur un autre thème ? Oh, pardon, excuse-moi. Alors, bonsoir, je m'appelle Margot, je suis étudiante en 3e année de licence SV. Et j'ai une question sur les peintures que vous voulez mettre sur les bateaux pour diminuer l'impact. Mais est-ce que ces peintures, elles n'ont pas un impact toxique sur l'eau et comment elles se dégradent au contact de l'eau ?
Alors, les peintures qu'on utilise, silicone, elles sont certifiées. Elles sont censées ne pas avoir d'impact, ni d'ailleurs se détériorer dans le temps. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est une bonne question, hein, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et sur laquelle on n'a aucune étude. Nous, on va chercher le meilleur, entre guillemets, de ce qui existe sur le marché et qui nous permettra, in fine, de réduire la consommation du navire. On est d'ailleurs sur des silicones, un choix de peinture qui est beaucoup moins nocif que ce qui existe sur le marché de l'anti-fouling en général. Hein. Donc on est déjà sur un choix éclairé en termes d'impact sur la biodiversité. Mais je vous avoue que l'impact et la dégradation sont des éléments qu'aujourd'hui on ne peut pas mesurer. C'est l'impact direct sur la consommation qu'on arrive à mesurer clairement. Mais la dégradation est un sujet de réflexion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a plein là, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Clara Lancion et je suis en L3 SV du coup. Toujours sur Corsica Linea, avez-vous prévu du coup de diminuer votre nombre de traversées ou pas, et voilà. Et combien de traversées faites-vous par an à peu près, si vous avez un ordre d'idée? Alors, je vais situer un peu le nombre de traversées. Donc, on a 5 navires qui sont attribués aux traversées entre la Corse et le continent, qui font des liaisons tous les jours entre Bastia et Marseille, un jour sur 2 entre Ajaccio et Marseille, et qui desservent aussi les ports d'Île-Rousse et de Propriane. Aujourd'hui, on est sous contrat de délégation de service public jusqu'à 2030. Donc, on assure un nombre de traversées qui est prévu dans ce cadre. La réflexion, c'est oui, est-ce qu'on peut optimiser et diminuer ce nombre de traversées, optimiser les ratios de remplissage pour ne plus avoir des traversées potentiellement à vide. Ce sont des choses qui sont en réflexion. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous quantifier les diminutions qui sont prévues, mais en tout cas, il y a tout un travail qui est fait autour de ça. Et je lance même le débat ici, même si je suis là la seule à répondre à cette question, mais en tout cas, la réflexion de notre consommation en Corse, de notre autonomie alimentaire en Corse, qui peut être aussi un sujet de réflexion pour diminuer ses besoins en fret vers la Corse. Donc c'est toute cette thématique qui doit être embrassée pour atteindre des diminutions aussi de nombre de traversées. Ok, merci. Est-ce que vous avez un lien avec Corsica Ferry ou pas du coup? Non. Merci. Merci beaucoup, Madame Taverny, pour votre réponse, et merci à toi, Clara, pour la question. Il y avait une petite question là-bas. Bonsoir. Pierre Mérino, M2 Ingeco. Désolé de vous embêter, je voulais revenir sur les éoliennes, mais une question qui s'adresse plutôt à tout le monde au final. Avec le débat actuel des éoliennes donc, terrestres, les débats que ça peut susciter, trouver le juste milieu entre avantages, désavantages, je voulais savoir ce que vous autres en pensiez de l'installation d'éoliennes marines par rapport à l'impact que ça peut avoir. Voilà, on a des gens qui font de la plaisance à Scandola, on dit qu'il y a un impact, mais est-ce qu'au final, je pose la question en étant neutre, je veux juste avoir votre avis, est-ce qu'au final les éoliennes marines ne vont pas aussi avoir un impact sur la biodiversité marine? Je me lance. Alors, concrètement, c'est vrai qu'au niveau de la Corse, finalement, on se pose la question de manière beaucoup moins concrète que sur d'autres zones de la façade méditerranéenne, à savoir spécifiquement le golfe du Lion. Est-ce que c'est implantable déjà au niveau de la Corse? Bon, il y a eu la question par rapport à tout ce qui était flottant, éoliennes flottantes, mais en tout cas, par rapport aux bathymétries et au profil que l'on a, l'implantation est déjà contraignante. Bon, mais ça, c'est pas pour répondre, ça répond pas à la question sur l'impact sur la biodiversité. Bon, déjà, il y a l'impact paysager.
qui est important à prendre en compte. Alors au niveau biodiversité, c'est très large. C'est déjà, on va dire, au niveau aérien, sur notamment les oiseaux. Donc, en particulier les oiseaux marins. Donc là, il faut voir par rapport aux couleurs de migration, on n'a quand même pas des populations d'oiseaux marins importantes dans beaucoup de zones de nidification. Donc ça, c'est un aspect déjà très important à prendre en compte. Ensuite, il y a tout ce qui va être au niveau impact, au niveau biodiversité marine. Donc là, ça va se ressentir déjà sur un impact physique de l'emprise directe de l'éolienne. Donc ça, c'est une surface d'habitat qui est impactée, qui pouvait être une zone de nurserie, une zone de frayère. Bon, moi, je parle en termes de poissons, mais d'habitat patrimonial, de coralligène, etc. Voilà. Un impact au-delà dans la colonne d'eau, modification de la courantologie. Et après, moi, je pense que c'est surtout sur ces aspects-là où il y a beaucoup de questions de recherche et beaucoup de travaux à l'heure actuelle. C'est, comme ça a été évoqué, ça fait partie des impacts à travers l'anthropophonie. Donc tout ce qui va être les bruits engendrés par les éoliennes, qui sont importants, et avec une transmission au niveau aquatique, du coup, qui est importante, qui peut se faire sur des grandes distances. Et ensuite, et ça, c'est une question qui est pas tant abordée que ça, c'est tout ce qui va être perturbation au niveau électromagnétique. Voilà, au niveau électromagnétique, et je pense notamment aux élasmobranches, voilà, savoir tout ce qui va être raies, requins. Et en Corse, on a des populations très importantes, et notamment d'espèces à statut de conservation très critique. Je pense notamment à l'ange de mer, donc c'est une espèce en danger critique d'extinction, et on travaille d'ailleurs sur cette espèce. Typiquement, on peut se poser la question au niveau des câbles, au niveau de la zone entre les éoliennes et l'atterrage. Voilà, tout ce qui peut être en termes d'impact au niveau engendré par des processus d'électromagnétisme. Voilà, je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Non, juste pour je ne suis pas spécialiste du tout des éoliennes, mais du coup, pour donner mon avis, c'est vrai que dans le cadre du changement climatique, l'intervention qu'on a fait, on dit souvent que, bien sûr, on parle beaucoup de transition écologique, et l'augmentation des gaz à effet de serre augmente l'impact du changement climatique. Donc, comme Madame Taverne l'a dit, il faut aussi qu'on soit moins dépendant des énergies fossiles, carbone. Donc, si on veut garder la même trajectoire et plus aller vers l'augmentation, garder l'augmentation à 1,5 degré et pas aller vers une trajectoire à 2100 à 3-4 degrés au-dessus de nos températures actuelles, il faut qu'on arrive à soit être moins dépendant des énergies fossiles, qui émettent des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane, etc. Donc il faut aller vers les énergies renouvelables. Donc les éoliennes, c'est très bien, je pense, et d'autres énergies renouvelables, le solaire, etc., sont un moyen de lutter contre nos gaz à effet de serre. Et donc, en plus, c'est très bien si elles sont au golfe du Lion, pas en Corse, c'est très bien, c'est parfait. Mais peut-être qu'à terme, on arrivera en Corse à en mettre, ou à terre, etc., tant plus. Voilà, juste après mon avis personnel sur le milieu marin, tant qu'à faire, à chaque fois on travaille beaucoup aussi avec les ports. Et dès qu'on met des nouveaux aménagements, que ce soit portuaires ou dans le milieu marin, l'objectif c'est qu'ils soient aussi éco-construits. Donc pourquoi pas mettre sur les éoliennes au large, en dessous, des attracteurs de biodiversité. Il y a des zones de nurserie pélagique aussi au large, qui sont importantes pour des espèces de poissons, des larves, qui ont, comme l'a dit Eric, une dispersion larvaire très importante. Donc pourquoi pas profiter de ces installations qui vont nous permettre d'être moins dépendants énergétiquement des énergies fossiles pour attracter la biodiversité et mieux la connaître. Et désolé, je reprends le micro pour finir. Mais oui, aujourd'hui, je crois qu'il n'existe pas de système de production énergétique qui n'a pas d'impact sur la biodiversité, que ce soit à terre ou en mer. Et on sait que les éoliennes auront un impact comme tous les autres systèmes de production. Et c'est pour ça que
pour mieux évaluer ces impacts, pour mieux évaluer l'ensemble des impacts de l'éolien en mer, qu'il soit posé ou flottant, en 2021, le gouvernement a alloué 50 millions d'euros à l'Observatoire national de l'éolien en mer, qui a pour but d'améliorer la connaissance et de pouvoir lancer des programmes d'acquisition de connaissances sur des manques qu'on aurait sur la connaissance sur la biodiversité, mais aussi sur l'impact de l'éolien sur la biodiversité. On a aussi soutenu, grâce à l'ADEME, des projets d'éoliennes pilotes, donc pour tester sur des petites quantités d'éoliennes ce que ça allait donner que de mettre en place ces technologies, quelles technologies pouvaient avoir un impact, comment. On a des sites d'essai qui existent aujourd'hui, dont un au large du Croisic, avec une éolienne flottante qui est en fonctionnement depuis plusieurs années, qui s'appelle Floatgen, sur un site d'essai géré par Centrale Nantes et maintenant par la fondation OpenSea, qui s'appelle donc SEMREV. Voilà. Pour améliorer la connaissance, puisqu'on parlait des oiseaux migrateurs et des oiseaux marins, depuis 1 an et demi, 2 ans, l'Office français de la biodiversité, grâce au soutien de la Direction générale de l'énergie et du climat et des régions Sud et Occitanie, ont lancé un grand programme d'acquisition de connaissances sur 3 ans sur les oiseaux migrateurs du golfe du Lion, oiseaux marins, et aussi sur les chiroptères, pour avoir une meilleure connaissance justement des couloirs migratoires s'ils existent, ou des flux migratoires, leur périodicité, leur quantité, leur qualité, pour éventuellement adapter les modèles, mettre du bridage sur des éoliennes, mettre des systèmes d'effarouchement ou organiser les champs éoliennes de manière à ce qu'elles aient un impact encore moins grand sur les oiseaux marins et la biodiversité. Voilà. Et on sait qu'avant chaque projet, il y aura toujours de manière une étude d'impact pour évaluer le fond et l'impact de l'installation de l'éolienne sur la biodiversité et sur le milieu. Voilà, tout ça c'était déjà une première version. Sur le bruit, on a le laboratoire Chorus qui travaille avec Cédric Gervaise sur justement le bruit anthropique dans le golfe du Lion, donc le bruit qui existe déjà, et sur aussi l'impact du bruit des éoliennes grâce à ce site d'essai au large du Croisic, grâce à SEMREV. Ils ont pu recueillir des données pour évaluer l'impact du bruit justement des éoliennes flottantes sur le milieu et pouvoir mieux le caractériser. Donc, ce qui va nous permettre à terme de pouvoir travailler sur sa réduction, que ce soit en phase de travaux ou en phase d'exploitation, puisqu'on a quand même les 2 phases avec l'installation des fondations sur des éoliens posés qui peut avoir un impact fort phoniquement parlant, ou l'exploitation qui est souvent, quand vous êtes au pied d'une éolienne, vous entendez toujours du bruit, le bruit des nacelles. Donc c'est ce bruit-là qui peut être dérangeant pour les mammifères marins et qu'on essaie de mieux caractériser pour pouvoir mieux le réduire. Et enfin, sur l'électromagnétisme, pareil, le site d'essai a beaucoup travaillé sur ces questions d'électromagnétisme avec des conclusions qui sont, je crois, plutôt intéressantes, puisque un câble ensouillé, les câbles qui ramènent l'électricité à terre sont ensouillés pour éviter l'impact sur justement la pêche, pour que les chalutiers puissent continuer à chaluter au droit du câble, pour éviter tout impact sur la biodiversité, et que la biodiversité puisse reconquérir l'espace. Et je crois que les premières conclusions étaient justement que dès que le câble était ensouillé, on ne ressentait pas l'électromagnétisme au-delà du sol. Voilà. Et je finirai mon intervention pour dire que ce développement de l'éolien, il est accompagné par, donc, aussi bien en termes au sein de l'Observatoire national qu'au sein du Conseil maritime de façade Méditerranée, par des conseils scientifiques composés d'experts dans tous les domaines possibles et imaginables autour de la biodiversité, pour justement avoir comment on pourrait dire, ce garde-fou pour ne pas laisser, pour avoir un avis scientifique sur chacun des projets, chacune des phases des projets, pour justement que la biodiversité ne soit pas oubliée du développement et qu'on ne laisse pas place qu'à de l'industriel pur et dur qui serait destructeur, je pense. Merci beaucoup pour vos 3 interventions très complètes. Et j'ai l'impression qu'elles ont justement suscité d'autres nouvelles questions. Donc je passe la parole. Bonsoir, Annelise Piacentini, je suis en Master 1 Infocom. Une question je vous laisse vous reposer pour l'instant. Moi, ça concerne plutôt les activités nautiques et justement dans le cadre touristique. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité de transition au niveau, si vous avez l'intention au niveau des activités qui seraient proposées,
favoriser quelque chose qui serait beaucoup plus en adéquation au niveau durable, c'est-à-dire limiter tout ce qui est décharge d'essence, notamment, parce que ça prend quelque chose d'énorme au niveau de l'activité nautique l'été. Et j'aurais aimé savoir si vous, au niveau des activités que vous proposez, il y a une mouvance qui pourrait être faite. Non, en fait, sur les activités que vous proposeriez. Oui, alors bon, c'est vrai que tout à l'heure, bon, c'est difficile de se présenter comme ça en 5 minutes. Bon, là, on va avoir un peu plus de temps. En fait, nous, notre métier, c'est de faire visiter la réserve de Scandale. Alors, c'est vrai que on a souvent l'impression que ce sont des promènes couillons, vous voyez, qu'on va amener les gens, et puis voilà. Alors, nous, c'est pas comme ça qu'on vend notre métier. Hein. Si vous voulez, nous, quand on amène les gens dans la réserve, déjà, on commence à... Moi, je fais comme ça, et je pense que mes collègues le font aussi. On commence à leur expliquer déjà la géologie, parce que le premier intérêt de la réserve, il est géologique. C'est une caldeira, vous voyez, donc voilà. Donc on commence à leur expliquer ça. On leur explique aussi que grâce à la réserve qui existe depuis 1975, aujourd'hui, la densité de poissons est en gros entre 7 à 8 fois supérieure qu'ailleurs, vous voyez. Donc on commence à les intéresser un peu comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on leur amène quelque chose. C'est pas seulement... voilà. Pour vous donner un exemple, ensuite on essaye, donc, pour répondre plus précisément, par exemple les zones de quiétude qui ont été décidées, c'est aussi, on a la prétention de dire que c'est aussi grâce à notre participation que ça a pu se faire. Bon, c'est pas tout à fait parfait parce qu'il y a des problèmes techniques qui font que c'est pas très bien calé, mais bon voilà, en gros tout le monde le respecte. On s'engage aussi à naviguer à 5 nœuds dans la réserve. Vous allez me dire, c'est la réglementation maritime, mais bon, nous, on s'est quand même engagé sur la charte à le faire. Donc, si vous voulez, nous, on a aussi un devoir, une fonction dans notre métier d'éduquer les gens, de les intéresser, de les sensibiliser. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai des épuisettes sur mon bateau, et quand j'ai des enfants, je leur donne une épuisette pour ramasser un éventuel, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais un éventuel sachet dans l'eau. Et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je fais ça sur un gosse qui a 12-13 ans, je me dis, lui, quand il aura 20 ans, il aura un bateau, il ne jettera pas dans l'eau. Donc c'est aussi ça, nous. Vous voyez. Alors on reste modeste, si vous voulez. On pourrait rentrer dans dans des choses un peu plus techniques, mais bon, on serait vite dépassé. C'est pas notre... vous voyez, déjà, pour nous, là, cet exercice, c'est un exercice difficile, hein, parce qu'on n'est pas du tout... Voilà, bon, mais on s'y prête. Mais voilà, on pourrait... vous savez, la réserve, on en dit beaucoup de choses sur Scandale. Hein. En gros, c'est 200 000 visiteurs par an, répartis à 70% sur 40 jours l'été. Vous voyez, c'est 10 jours de mauvais temps par mois. Nous, on travaille 100 jours par an. Vous voyez, c'est 100 jours sur 6 mois. Voilà. C'est 3 fois moins que Bonifacio, par exemple, pour vous donner un exemple. Vous voyez. Bonifacio, aujourd'hui, ils ont réussi cette année à créer des quotas pour les visites des îles. Bon, ils sont arrivés à le faire. Donc je pense que si nous, on n'est pas trop bêtes, on peut arriver aussi à faire quelque chose sur la réserve. Vous voyez, enfin, nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Vous voyez. Donc ce qu'on peut faire, déjà on fait ça, ce qu'on pourrait dire, nous. Vous voyez. Déjà on fait ça. Par exemple, les bateaux, c'est à peu près 45 bateaux, entre 40 et 45 bateaux de 12 à 45 places dans la réserve. Ça fait 60 marins, ça fait 40 personnels à terre, c'est de suite 100 personnes. Donc c'est aussi un impact économique, vous voyez. Donc c'est pas... Voilà, donc, nous, oui, évidemment, demain, si on a la possibilité de mettre des moteurs électriques, par exemple, c'est sûr qu'on va le faire. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience, c'était une très mauvaise expérience. Vous voyez, le bateau, il est à terre depuis 2 ans, parce que là, ça nous dépasse, c'est pas au point. Déjà, en hors-bord, ça n'existe pas. Et en in-board, donc moteur dedans, c'est des techniques qui ne sont pas au point. Voilà. C'est pas assez développé. Vous voyez. Sur les voitures, ça commence à se faire. Sur les bateaux, il va falloir encore une bonne dizaine d'années avant de trouver des moteurs fiables sur lesquels on peut tenir et travailler avec. Oui. Bon. Mais dès qu'on peut le faire, on peut le faire. Tout à l'heure, vous parlez. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est tout petit. Hein. Nous, on est dans
on est plutôt dans la philosophie du colibri. Mais parce que pour les peintures, nous, c'est pareil. On essaye de prendre des produits qui sont environnementaux, entre guillemets, quoi, oui. Voilà, donc faire plus, oui, mais bon, voilà. Sur le nid de Balbuzard, je vous expliquais, nous, on a créé l'association en 2013, on réunit à peu près 80% des bateliers de Scandre. Donc ça fait pas mal. Et on était, de suite, nous, on n'avait pas un regard scientifique sur les choses, mais de suite, on a perçu qu'il fallait dire, dans notre charte, on s'engageait à l'époque à une distance nécessaire à l'approche des nids dès lors qu'ils sont occupés. Vous voyez, bon, après, quand il y a eu la charte Natura 2000, ça s'est traduit en zone de quiétude de 150 mètres, avec une réglementation par-dessus sous forme d'arrêté, qui, à notre avis, n'est pas très efficace et sur lequel il faudrait revoir les choses. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà ce que nous, on fait déjà. Vous voyez, encore une fois, c'est une très petite échelle. C'est pas... voilà. Merci beaucoup. J'ai répondu. Et une dernière question, est-ce que vous pensez pouvoir aussi diversifier les activités qui seraient proposées au niveau touristique, justement pour sensibiliser sur les milieux que les gens viennent visiter, mais qui ont aussi du coup un impact sur notre milieu? Regardez, nous, l'impact, on ne fait que passer dans la réserve. On connaît les lieux, donc on sait très bien, c'est pas nous qui risquons d'abîmer un trottoir de lithophyllum, par exemple, hein, ou alors bruit, ça peut arriver, mais bon, par erreur. Oui. Il n'y a pas de rejet de rien en mer, hein, ni produits solaires, ni autres, parce qu'on fait que passer. On s'est engagé aussi à ne pas mouiller et s'arrêter dans la réserve pour faire baigner les gens. Vous voyez, c'est tout aussi bien à l'extérieur de la réserve, hein, les gens sont très contents. Donc, voilà. Après, il y a une autre activité, mais qui nous déborde un peu aujourd'hui, c'est qu'avec l'ubérisation, aujourd'hui, vous avez des tas de visites qui se font complètement hors cadre. C'est-à-dire ceux-là, ils ne sont pas cadrés. Oui. Nous, on s'engage sur une charte et on est visible. D'ailleurs, à chaque fois que vous voyez des critiques ou des mauvaises choses sur la réserve, c'est les bateliers qu'on met en avant. C'est 20-25% de la fréquentation de la réserve. 75%, c'est des plaisanciers qui ne sont pas... ils n'ont pas de cadre, quoi. Hein. Je pense que ça va se faire avec les services de l'État, certainement, mais ils sont dans aucun cadre. Oui. Par exemple, le mouillage dans la réserve, ça va être interdit là en 2024-2025. Et on a la prétention de penser que c'est aussi grâce à nous qu'on a quand même un peu poussé en disant... On veut bien que vous nous disiez de faire attention aux balbuzards, mais en même temps, vous laissez des unités de 25, maintenant c'est jusqu'à 24 mètres, 20-24 mètres, ancrés dans la baie d'Elbe. Bon, une fois qu'il est parti, il a arraché au minimum 4 à 5 mètres carrés de Posidonie. Et là, ça a choqué personne. Donc, à force de le dire, l'État a bien voulu revoir le décret de 75, parce que, bon, on va pas rentrer dans... Tout ça dépend du décret de 75. Donc il fallait revoir le décret. Donc à partir de 2025, le mouillage sera interdit. Nous, on s'est déjà engagé à le faire depuis 10 ans, donc ça ne nous dérange pas, oui. Voilà. Donc c'est ça. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est ça. Encore une fois, je ne sais pas si... Nous, on n'a pas des compétences scientifiques, nous, si vous voulez. Nous, on fait des retours de terrain, on explique, et puis après, bon, c'est chacun dans son domaine de compétences. Voilà. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois qu'il y avait une question par là-bas, non? Allez, on va en prendre 3 et après on passera à la fin de la soirée. Bonjour, donc moi je m'appelle Marine et je suis étudiante en M1 Gilva. Et j'avais une question peut-être un peu plus piquante, on va dire, au niveau de ce que vous pensez de la gestion de la réserve. Est-ce que vous estimez qu'elle est suffisamment surveillée? Est-ce que pour vous, il y aurait... Enfin, est-ce que déjà vous y participez, du coup? Apparemment oui. Voilà, je voulais votre avis un petit peu sur la question.
tant qu'à faire. Oui, alors, bon, les agents qui sont là, sur place, sont investis, c'est des gens qui sont investis, hein. Ils aiment ce qu'ils font. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment, il en faudrait un peu plus. Mais je ne pense pas que c'est la réglementation qui réglerait vraiment le problème dans sa globalité, quoi. Par exemple, je vais vous faire une réponse qui va tous vous faire sourire, hein, mais moi j'ai envie de vous dire, demain, s'il n'y a que des bateliers dans la réserve, il n'y a plus de problème dans la réserve. Voilà, tout simplement, hein. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est à partir du moment, nous, on est dans un cadre, vous voyez, donc j'invente rien, ça existe, hein. Dans d'autres pays, vous n'imaginez pas aller dans une réserve sans avoir un guide. En fait, nous sommes des guides, hein. Voilà. Donc, vous parlez des agents, oui, je pense qu'ils mériteraient d'être un peu plus nombreux. Mais ce qu'ils font, c'est déjà très bien. C'est bien ce qu'ils font. Et aujourd'hui, il y a un noyau pendant longtemps. Il y a eu, on va dire, on a travaillé aussi, nous, à ça. Il y avait une espèce d'antagonisme entre les agents du parc et les socioprofessionnels dans la réserve. On avait l'impression qu'on était opposés, alors que non, pas du tout, on n'est pas opposés. Au contraire, nous, on a besoin d'une réserve en bonne santé, hein. Bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille ensemble, même avec un peu les réseaux sociaux. Vous voyez, quand il y a un problème dans la réserve, on peut communiquer en leur disant, bon, regarde, à tel endroit, il se passe ça, à tel endroit, il se passe ça. Eux nous préviennent quand il y a des scientifiques dans la réserve, des plongeurs, pour qu'on s'éloigne. Vous voyez, donc aujourd'hui, les rapports sont cordiaux et c'est important, c'est important. Et donc il y a quand même... ils arrivent quand même à bien faire respecter, où c'est vraiment difficile, il faudrait vraiment qu'ils soient plus, comme vous dites. Et le problème, c'est, alors je veux pas, j'aime pas ça, taper sur le voisin, c'est pas ça, hein. Mais vous me posez. Oui, je vous mets un peu. Le problème, c'est que la plaisance, oui, c'est des gens qui sont pas vraiment encadrés, quoi. Bien souvent, ils savent pas. Alors, ils savent pas. Véritablement, ou ils préfèrent dire qu'ils ne savent pas, je ne sais pas, mais en fait, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. La plaisance, il faudrait que ce soit un peu plus encadré. Mais donc, par ce travail d'équipe, vous arrivez vraiment un peu mieux à gérer ça. Oui, mais voilà, bon, moi je veux bien m'approcher un jour, ça nous arrive, à Dominique aussi, à s'approcher d'un bateau pour lui dire, bon, regardez là, ouais, vous ne faites pas ci, faites pas là, quoi. On le fait, mais ce n'est pas notre rôle, hein. Vous voyez, c'est compliqué. On n'est pas tous vertueux, nous non plus. Vous voyez, dans la réserve, si tout le monde roule un 5 nœuds, en fait, on limite fortement les impacts au niveau même sonore, par exemple. Hein, donc voilà, c'est toutes les choses sur lesquelles nous, on s'est engagés. Voilà, après, vous en trouverez peut-être, certainement, qui ne respectent pas, mais bon, voilà. Nous, c'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on dit. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre retour et pour ta question. Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un du public, enfin de la scène, qui veut répondre. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste un petit peu compléter la réponse par rapport à l'encadrement de la plaisance et je partage complètement vos propos, monsieur. Alors, déjà, l'encadrement de la plaisance, ça commence par un permis bateau pour les navires à moteur. Ce permis bateau, je ne sais pas, qui a le permis bateau, levez la main. Ok, donc vous l'avez passé en combien de jours? Voilà. Le permis bateau, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il se passe d'une manière relativement accélérée, où finalement vous travaillez beaucoup sur la sécurité de la navigation, mais réellement peu sur l'environnement et la protection de l'environnement, et on vous apprend encore moins à bien jeter une ancre dans la mer. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un gros progrès à faire par rapport au permis bateau en France. Et donc aujourd'hui, nous, grâce aux documents stratégiques de façade, on a entendu les acteurs qui nous ont fait remonter ces besoins-là. On l'a fait remonter à l'administration centrale. Et donc aujourd'hui, il y a un projet de réforme du permis bateau qui intégrerait beaucoup plus d'enjeux et de questions et d'épreuves sur la protection de l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. L'idée, c'est d'aller vers le mieux par rapport à ce permis bateau. Après, il reste les voiliers qui ne nécessitent pas de permis, mais on est sur des navires avec un usage un peu différent. Après, par rapport à l'encadrement de la plaisance, on ne peut pas tout encadrer. On compte aussi sur le bon sens des plaisanciers et on les aide à avoir un peu de bon sens grâce à des campagnes de sensibilisation
Et je peux notamment citer la campagne Éco-Gestes Méditerranée, que vous devez sans doute connaître si vous êtes plaisancier vous-même. Bon, cette campagne, elle existe depuis une vingtaine d'années sur la façade méditerranéenne, et depuis 4 ans, 5 ans, elle a été réellement renforcée et harmonisée à l'échelle de la façade. Et aujourd'hui, on a plusieurs associations en Corse, qu'on appelle des structures ambassadrices, qui vont sur les sites de mouillage, qui vont sur les pontons des ports. Donc, ce sont réellement des personnes qui vont voir les plaisanciers pour essayer de leur expliquer quels sont les bons gestes à avoir en tant que plaisancier, comment est-ce qu'on mouille une ancre et comment surtout on la relève, quels sont les produits qu'il faut utiliser à bord pour nettoyer les bateaux, quels sont les produits qu'il faut utiliser pour nettoyer la vaisselle, quel est le bon usage de l'eau douce qu'il faut faire à bord d'un bateau et aussi quand on est au ponton. Donc, c'est différentes campagnes qui permettent aux plaisanciers d'avoir des usages et des éco-gestes par rapport à l'environnement marin, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout encadrer. Et on espère que les plaisanciers soient le plus respectueux possible de leur milieu. Et comme vous l'avez dit dans vos présentations, effectivement, on voit quand même qu'il y a un changement de comportement des plaisanciers. Avant, on parlait beaucoup de plaisanciers, il y avait beaucoup de plaisanciers propriétaires. Aujourd'hui, on a de plus en plus de plaisanciers qui sont loueurs et qui ont des comportements sur l'eau qui sont moins vertueux, tout simplement parce qu'ils consomment la mer. Ils la respectent un peu moins que ceux qui la connaissent et qui la protègent. Donc, faisons en sorte que les plaisanciers connaissent mieux la mer pour mieux la protéger. Et tant que j'ai le micro, j'en profite pour... Éric Duruy l'a dit. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé que vos présentations étaient vraiment super. Vous avez fait un travail de fond qui était remarquable et surtout, vous avez eu une éloquence, chacun d'entre vous qui avait pris la parole, qui était vraiment remarquable. Par rapport à ce que j'ai pu voir en cours il y a quelques mois, vous avez progressé d'une manière... parce que vous aviez eu moins le train de préparer, hein, c'est aussi ça. Mais vous avez vraiment progressé et je trouve que c'est vraiment bravo à vous, ça vous fait rire, mais bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous touche, c'est très gentil. Une dernière petite question, ou peut-être deux. Bonjour, je suis Marco-André Gross, étudiant en licence de sciences de la vie. Et je me posais une question au niveau des objectifs qui ont été fixés au niveau du réchauffement climatique. Je me poserais, si les objectifs étaient réussis, étaient dans l'optique où ils ont été réussis, quelles seront les conséquences attendues pour la biodiversité marine ? Merci pour cette question. Alors déjà, en termes d'objectifs de maintien de cette fameuse température en dessous du seuil de 2 degrés, on est déjà au-delà du seuil de 1,5 degré en termes d'élévation des masses d'air. Donc ça, c'est pour les températures aériennes. Pour les températures des masses d'eau à l'échelon mondial, je parle bien à l'échelon mondial, on est autour de 0,9 degrés d'augmentation par rapport à la période pré-industrielle, avec une augmentation d'environ 0,1 degré tous les 1 à 2 ans, donc, sur les dernières années maintenant. C'est assez catastrophique. On assiste donc à des changements qui sont, je dirais, difficilement contrôlables. On a des bouleversements auxquels on va faire face et auxquels on fait déjà face à tout point de vue. Donc on a une aggravation des phénomènes de vagues de chaleur. On a une intensité des vagues de chaleur, une fréquence de ces événements qui est de plus en plus importante, qui vont venir fragiliser donc les écosystèmes, donc aussi bien les écosystèmes, je dirais, végétalisés, tels que les ceintures de cystosères, les herbiers de Posidonie, voilà, les écosystèmes coralligènes. On va avoir des fragilisations à ces niveaux-là. On a également, vous en avez parlé, l'introduction d'un certain nombre d'espèces invasives qui vont également rentrer en compétition avec un certain nombre d'espèces autochtones qui vont donc rentrer en compétition pour l'habitat, la nourriture, qui vont supplanter dans certains cas les espèces natives. Donc on va avoir un remplacement de certaines espèces, voire une extinction. Et également donc, un certain nombre de bouleversements au niveau de l'acidification. On le voit sur les écosystèmes calcaires, donc, que ce soit notamment les écosystèmes coralligènes profonds qui sont régulièrement impactés. Tout ceci, bien évidemment, en synergie avec l'augmentation des températures.
Donc on a un certain nombre d'effets qui sont difficilement contrôlables et qui vont malheureusement s'aggraver au cours du temps. Et voilà. Donc, hormis réduire massivement nos émissions de CO2, il y a très peu de choses qu'on peut espérer. Voilà. Après, il faut tabler sur et orienter sur la gestion intégrée, vraiment sur la conservation du maximum d'espace possible, d'espèces possibles, pour essayer de minimiser justement ces impacts au cours du temps. Voilà. Je ne sais pas si tu as... Non, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Il nous reste encore du temps pour une question. Personne? Oh, parfait. Ben, écoutez, merci à tous pour votre présence dans la salle. Merci vraiment d'être venus. Ça nous fait très plaisir d'avoir eu autant de monde. Et merci à vous, les acteurs, de nous avoir répondu, de vous avoir accordé du temps, de vous être déplacés. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et justement, Maxime a un petit mot à vous dire. Alors oui, déjà, merci beaucoup d'être venus. Vous étiez nombreux et ça nous fait plaisir. Surtout, vous avez bien participé et c'était vraiment très cool. Maintenant, on va passer aux remerciements parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues et qui nous ont fait confiance. Et là aussi, ça nous fait plaisir. Donc, merci tout d'abord à la CNDP qui nous a permis de faire ce projet, à Monsieur Orsini, à l'ensemble des intervenants, donc Monsieur Maringo, Monsieur Monnier, Monsieur Pierry, Monsieur Capi, Monsieur Éric Villain, mais qui n'est pas là ce soir, Madame Brichier, Monsieur Vial, Madame Taverny, Monsieur Durieux, ainsi que l'université avec la FST et Monsieur Castellani, Madame Taringo, et aussi merci beaucoup à vous de vous être déplacés ce soir. Et je laisse la parole à Monsieur Durieux. Oui, merci à tous. Juste pour conclure ce débat, donc, je ne vais pas revenir donc, sur les remerciements. Je pense que voilà, on remercie vraiment tout le monde. Encore une fois, l'implication voilà, de l'ensemble des étudiants du Master Gilva, donc le débat, l'intégralité du débat a été organisée par les M2. Voilà, donc il faut se dire que c'est quelque chose qui a été mis en place à partir de septembre et uniquement ponctuellement sur des semaines de projets tutorés. Voilà, donc c'est un investissement qui est important en termes de réalisation et de projets d'ampleur. Les M1 sont aussi impliqués. Donc là, nous vous convions à un buffet voilà, qui va avoir lieu dans la salle juste de l'autre côté du parvis, qui est offert par la FST, hein, donc, que nous remercions encore. Et vous pourrez du coup voir exposer un certain nombre de supports de communication, donc réalisés par la promo de Master 1, Gilva. Et donc n'hésitez pas lors de ce buffet de lire, regarder et échanger avec les étudiants, encore une fois, afin d'avoir de l'information. Hein. Le but de ce projet, c'est fournir de l'information et susciter, participer au débat, à cet exercice démocratique. Et voilà, c'est encore une fois, merci à tout le monde et merci à la CNDP. Je pense en particulier à Mathilde et Sébastien. Voilà, donc on va ouvrir les portes et puis donc on vous convie juste de l'autre côté.